Je m'appelle Jocelyn Tullier, je suis chercheur au CNRS au Centre d'économie de la Sorbonne et je vais vous présenter un travail qui traite du paludisme et des comportements préventifs. Donc le titre du papier c'est Paludisme et comportements préventifs, existe-t-il un piège de paludisme? Donc cette étude a été faite avec trois co-auteurs, Jean-Claude Berthélémy de l'Université Paris 1 et de la Ferdi, Jean Godard de l'Université Aix-Marseille et Ogo Baradumbo du MRTC, Malaria Research and Training Center au Mali. Commençons par un petit schéma, la relation entre utilisation de la moustiquaire, le paludisme et la pauvreté. Alors vous voyez donc qu'il y a plusieurs relations triangulaires, une relation triangulaire entre ces trois variables, et notamment la première relation numéro 1, c'est que le paludisme peut impacter l'utilisation des moustiquaires. Plus la prévalence du paludisme est élevée, plus on peut penser que les gens vont rationnellement se protéger contre la maladie. C'est ce qu'on appelle un comportement de prévalence-élasticité en économie. La deuxième relation, c'est que l'efficience ou l'efficacité des moustiquaires va réduire le paludisme. Et cette relation est déjà bien établie dans la littérature. La troisième relation fait intervenir la pauvreté. La pauvreté va probablement avoir un effet sur l'utilisation de la moustiquaire via les coûts d'utilisation de la moustiquaire. Et les moustiquaires peuvent également avoir un impact sur la pauvreté via leur impact sur le paludisme, donc canaux 2 et 4. Ensuite, canaux 4 et 5, la relation entre paludisme et pauvreté a été montrée bidirectionnelle dans la littérature. Alors, la relation de prévalence-élasticité au niveau microéconomique est très faiblement documentée dans la littérature empirique, du fait de problèmes d'endogénéité et donc d'une relation bidirectionnelle entre ces variables. Les motivations de ce papier est que malgré des efforts très importants, on a vu récemment beaucoup d'articles sur le fait que le rollback malaria avait réussi à atteindre l'un de ses objectifs qui est de réduire la mortalité par 2. Il y a eu un énorme effort en termes de distribution de moustiquaires, mais cependant on observe que les moustiquaires restent relativement peu utilisés. Alors on essaye de proposer une explication théorique à ce paradoxe et de tester cette explication sur des données empiriques à partir des données que nous avions à l'époque, qui étaient sur l'Ouganda en 2006. Quelques graphes pour vous montrer ce que je viens de vous dire. Ça, c'est la distribution des moustiquaires. Jusqu'en 2008, on n'a pas de données. On a des données beaucoup plus récentes qui montrent que le pourcentage augmente encore, mais cette étude a été publiée en 2010. Donc, on voit une augmentation croissante de la couverture, donc de la possession de moustiquaires imprégnés. Et cependant, on a toujours un écart entre la possession et l'utilisation des moustiquaires d'environ 20% entre l'utilisation et la possession. Je reviens en arrière et je vous montre de nouveau ces quelques figures. Donc on a un écart, comme je viens de vous le dire, entre utilisation et possession de la moustiquaire. Quelles peuvent être les explications potentielles de cet écart? Premièrement, il peut y avoir des différences entre pays au niveau de l'approvisionnement en moustiquaires, également au niveau des politiques de marketing social et d'éducation à la santé qui n'impactent que faiblement dans certains pays l'utilisation des moustiquaires. Donc c'est une explication tout à fait plausible qu'il faudrait prendre en compte, mais qui concernerait plutôt la possession de moustiquaires plutôt que l'utilisation. Deuxièmement, on évoque généralement dans la littérature des questions comportementales qui sont plutôt dites subjectives sur la possession, sur l'utilisation des moustiquaires parmi ceux qui possèdent ces moustiquaires. Pardon. Donc je vous montre le rapport de DHS, DHS Demographic and Health Survey de 2006 pour l'Ouganda. Il faut savoir qu'en Ouganda, à cette époque-là, à peu près 59% des gens possédaient une moustiquaire, et on retrouve cette différence avec seulement à peu près 16% des gens, autour de 16-20%, qui n'utilisent pas cette moustiquaire malgré le fait qu'ils en ont une. Parmi les raisons expliquées pour ne pas utiliser cette moustiquaire, on retrouve le fait que la moustiquaire était le fait qu'il fasse trop chaud, le fait que l'odeur de la moustiquaire ne plaisait pas à la personne, le fait qu'il n'y avait pas de moustiques,
et le fait que la moustiquaire était n'était pas accrochée, pardon, dans la chambre de l'individu. Donc on peut regarder les pourcentages totaux. Au niveau les pourcentages les plus importants sont reliés à la chaleur, mais on voit que cependant que tous ces pourcentages sont relativement faibles, c'est-à-dire maximum 15%, et si on les combine, on n'arrive pas à un pourcentage très élevé de l'explication de ne pas utiliser une moustiquaire alors qu'on en possède une, et donc ces explications nous semblent relativement imparfaites, en dehors du fait que la moustiquaire n'est pas accrochée, qui peut correspondre à des critères d'habitat et donc de pauvreté au sein du ménage. Donc ces critères subjectifs peuvent intervenir, mais ne fournissent qu'une explication partielle du problème. Ensuite, il y a la littérature qualitative. Donc la littérature qualitative, je vous prends une citation d'une étude qualitative anthropologique ou sociologique qui nous dit que les moustiquaires ne sont pas utilisés quand les bénéfices perçus de la réduction en termes de nuisance ou de risque du paludisme sont considérés de ne pas valoir en fait l'inconvénient d'un usage quotidien de cette moustiquaire. Donc nous nous basons en fait sur cette littérature qualitative pour proposer un modèle de comportement rationnel qui est juste une explication possible parmi tant d'autres. Nous définissons la trappe ou piège de paludisme comme le résultat du paludisme qui renforce la pauvreté, alors que la pauvreté, elle réduit la capacité de l'individu à se protéger du paludisme. Nous nous basons en fait sur la littérature en épidémiologie économique, qui est fondée sur les articles notamment de Philipson et Joffard parmi tant d'autres. Cependant, cette littérature ne se focalise pas sur l'existence de potentielles trappes de santé liées à des comportements humains. Elle analyse principalement la prévalence et l'élasticité. Deuxièmement, cette littérature ne teste pas de façon empirique ces problèmes. Et troisièmement, cette littérature est surtout focalisée sur le VIH, avec quelques exceptions sur le paludisme, et qui n'utilise pas des modèles très poussés en épidémiologie, qui se basent surtout sur des modèles soit de trappe à pauvreté, soit d'équilibre général calculable. Donc le modèle que nous utilisons ici est un modèle qui est basé sur l'épidémiologie de la maladie et dans la tradition classique de McDonald-Ross. Par ailleurs, dans la littérature qui cherche à analyser ces trappes de santé, il y a une littérature en écologie qui montre qu'il peut exister des trappes de pauvreté associées à des problèmes de santé, mais cette littérature s'est principalement focalisée de façon empirique sur des aspects macro, avec notamment comme indicateur utilisé le PIB par habitant et le burden of disease, donc les disabilities adjusted life years. Donc ce type de résultats ont été utilisés notamment par Sachs et d'autres pour promouvoir l'utilisation de moustiquaires imprégnés à un prix subventionné. Donc nous partons de cela. Est-ce que la subvention est intéressante? Est-ce que la subvention suffit pour l'utilisation des moustiquaires ou non? Le modèle se base sur un modèle d'épidémiologie classique sur le paludisme, comme je viens de vous le dire, qui comporte deux équations principales. La première étant la dynamique au cours du temps de la prévalence de la maladie chez les humains, et la deuxième, donc ça c'est l'équation avec le Z à gauche, nous donne la variation de la proportion de moustiques infectés, et ces deux dynamiques interagissent l'une avec l'autre. Donc la dynamique de la prévalence du paludisme dépend d'un certain nombre de facteurs, dont la densité vectorielle, le pourcentage de personnes qui est infecté dans la population, et également le taux de clearance de la population infectée. Donc je continue.
On peut montrer en fait que l'équilibre stationnaire de long terme suit une fonction qui est dépendante du taux d'inoculation entomologique. Donc le taux d'inoculation entomologique, c'est simplement le nombre de piqûres infectées par personne par unité de temps. Dans ce qui suit, après que la protection par les moustiquaires imprégnés soit ajoutée dans le modèle, le petit m qui est la densité vectorielle qui intervient dans le taux d'inoculation entomologique va lui-même dépendre de la variable de protection. Donc on peut montrer que cette fonction Q, elle, va avoir un point à l'origine qui sera égal à 0 et un point quand la prévalence de paludisme est maximale, qui sera inférieur à 1, donc un équilibre haut stationnaire inférieur à 1, mais positif, strictement positif. Donc il est facile de montrer que cette courbe, et c'est le cas dans la littérature épidémiologique, que cette courbe est égale, la pente de cette courbe à l'origine, au point x égale 0, est égale au R0, donc le taux de reproduction basique, qui est en fait le nombre de cas, le nombre de nouveaux cas dans une population naïve dans laquelle on introduirait la maladie. Donc ce taux de reproduction de base peut être soit inférieur à 1, auquel cas la maladie, puisque la fonction est concave et croissante, va converger vers un équilibre trivial qui est un équilibre sans maladie. Et le deuxième cas, lorsque cette pente est supérieure à 1, la maladie va converger vers un équilibre stationnaire haut qui est plus pertinent dans le cadre de la prévalence de la maladie en Afrique et qui correspond plus à la réalité. Donc nous ne considérons pas en fait le R0 inférieur à 1. On peut montrer facilement que la pente à l'origine de la fonction Q de x et de m est égale au R0, c'est-à-dire le taux de reproduction basique, qui est en réalité le nombre d'infectés dans une population saine dans laquelle on introduirait la maladie. Si ce R0 est inférieur à 1, du fait des propriétés de la fonction Q qui est concave croissante, on converge vers un équilibre trivial qui est l'éradication de la maladie. Donc cette situation ne correspond pas à la situation africaine. Et à l'inverse, si ce R0 est supérieur à 1, ce qui correspond mieux à la situation des pays d'Afrique, alors on converge vers un équilibre qui est strictement positif de prévalence du paludisme. Donc l'épidémiologie du modèle, quand le R0 est supérieur à 1, pourrait cependant converger dans le cas de l'utilisation des moustiquaires, pourrait cependant converger vers une éradication ou une élimination si l'on utilise des moustiquaires. Donc c'est l'argument traditionnel des politiques de prévention. Ce que l'on cherche à montrer dans le papier, c'est est-ce que l'utilisation des moustiquaires et leurs subventions permettent effectivement de converger vers un équilibre d'élimination, ou alors est-ce que la trappe de paludisme, d'équilibre élevé de paludisme et de faible prévention persiste. Pour cela, on introduit un comportement humain. Donc on va avoir un arbre de décision relativement simple, où un individu va décider de se protéger ou non à partir d'une situation dans laquelle il est susceptible. Et cet arbre de décision va nous conduire à des états de santé différents avec certaines probabilités, donc notamment une probabilité pi d'être infecté en cas de non-protection. On suppose que la moustiquaire protège parfaitement contre le paludisme et donc est parfaitement efficace. On peut relâcher cette hypothèse par la suite dans le modèle. Ça ne change pas les conclusions du modèle. Donc notre probabilité d'infection va être égale à l'arbre, donc à la branche la plus basse de l'arbre de décision, lorsque les individus sont infectés et ne se protègent pas. On peut donc également donner en équation 6 la probabilité d'infection, la prévalence de la maladie dans la population
en fonction d'une variable grand H, qui, elle, est égale à la proportion de personnes qui vont se protéger. Donc le grand X, le pourcentage de personnes infectées, va dépendre de la proportion de personnes non protégées multipliée par le taux de la probabilité d'infection. Donc sans protection humaine, la probabilité d'infection est simplement égale à la fonction Q à l'équilibre stationnaire. Mais avec protection humaine, le modèle va changer légèrement. On aura, au lieu d'avoir une fonction de probabilité d'infection qui est égale à la fonction Q de X et de M de H, on va avoir de X et de M, on va avoir une probabilité d'infection qui sera égale à la fonction Q qui dépend elle-même de X, qui dépend elle-même de la protection agrégée, et également de la densité vectorielle qui elle-même va être affectée par l'utilisation des moustiquaires. Pourquoi la densité vectorielle est affectée par l'utilisation de la moustiquaire? Parce que d'une part, la moustiquaire réduit le contact entre le nombre d'humains et le nombre de moustiques, et d'autre part, parce que la moustiquaire tue directement les moustiques. Donc c'est des effets qui sont relativement bien documentés dans la littérature épidémiologique. Donc vous voyez bien que dans cette partie-là, avec l'équation 6 et l'équation 8, on endogénéise complètement le comportement humain de prévention dans le modèle. Maintenant, essayons de nous focaliser sur ce qui va déterminer grand H et l'évolution de grand H, donc la protection agrégée dans la population, qui elle-même est fondée sur des décisions microéconomiques au niveau de l'individu, comme nous l'avons dit, dans l'arbre de décision. Donc cette protection au niveau individuel va dépendre de deux facteurs. Donc l'effet espéré de l'impact positif de la moustiquaire sur le résultat de santé en quelque sorte, mais également le coût de la moustiquaire qui lui va affecter négativement l'utilisation de la moustiquaire. Alors nous utilisons une définition du coût qui est assez large et qui inclut non seulement des coûts directs, donc c'est-à-dire l'achat de la moustiquaire, des coûts indirects, le transport pour aller vers la moustiquaire, et enfin des coûts d'opportunité qui sont en réalité le coût à utiliser la moustiquaire au lieu de l'utiliser pour des activités productives, c'est-à-dire la revendre sur un marché noir ou de l'utiliser pour d'autres activités comme ça a été documenté pour la pêche ou autre activité. Donc il est très difficile que le CAPA, ce coût privé, soit totalement égal à zéro puisqu'il intègre un coût d'opportunité d'utilisation en quelque sorte de la moustiquaire. Donc CAPA dans notre modèle ne peut que ne peut jamais atteindre zéro en quelque sorte. Donc l'individu va en fait maximiser son espérance de santé moins le coût de la moustiquaire. Ce coût privé de la moustiquaire est multiplié à une utilité marginale du revenu de l'individu en cas de protection. Alors comment est intégrée la pauvreté dans ce modèle? On voit bien que la décision de protection va dépendre à la fois de l'état du résultat de santé mais également du revenu de l'individu. Et nous introduisons dans la fonction d'utilité une particularité assez classique en économie dans les fonctions par exemple type Stone-Gerry où on a un seuil de pauvreté qui est intégré. Dans le cas d'un seuil de pauvreté, l'utilité marginale du revenu va être infinie, ce qui va conduire en réalité les gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté à ne jamais acquérir une possession moustiquaire, et on va le voir également, puisque kappa, le coût d'opportunité, ne peut que rarement être égal à zéro, à ne pas se protéger également. Donc la décision de se protéger, on revient dessus, dépend de la maximisation précédente et va donc intervenir selon l'équation 10. On ne se protège que si l'utilité espérée liée à une perte associée au risque d'infection qui a lieu en l'absence de protection est supérieure au coût d'utilisation de la moustiquaire, quand petit h est égal à 1. On peut détailler cette fonction et on arrive en fait à un seuil d'utilisation de moustiquaire qui met en lien le revenu et la probabilité d'infection. Donc si ce revenu
dépasse une certaine fonction, si la probabilité d'infection dépasse une certaine fonction du revenu, alors on a protection. Sinon, on ne se protégera pas. C'est ce que dit l'équation 13. On a une règle de décision avec un seuil de probabilité d'infection qui lui-même va dépendre donc du coût de la moustiquaire, de l'utilité marginale du revenu et donc du revenu. Donc vous voyez bien que dans ce modèle, on a non seulement endogénéisé la décision de se protéger dans un modèle épidémiologique qui exclut ce type de comportement humain, mais on a également introduit une notion de seuil de pauvreté via le revenu et via la fonction d'utilité marginale du revenu. Donc si on a un seuil de pauvreté, on sait que sous ce seuil de pauvreté, les individus qui sont en dessous de ce seuil de pauvreté n'utiliseront jamais la moustiquaire. Une fois qu'on a la décision individuelle, on peut agréger via une fonction grand H qui va être elle-même une fonction de pi, de la probabilité d'infection. C'est simplement en réalité l'intégrale des décisions individuelles et ça nous donne le comportement agrégé. Donc vous voyez bien que par effet de répercussion, si petit h dépend du seuil de pauvreté, grand H va également dépendre du seuil de pauvreté. Les résultats du modèle nous donnent des résultats classiques dans la littérature en économie épidémiologique. Pourquoi ? Parce que nous retrouvons un comportement de prévalence élasticité positif qui nous dit que lorsque la maladie augmente, les individus vont avoir tendance à augmenter leur prévention lorsque l'on se trouve aux alentours de l'état stationnaire d'équilibre. Maintenant, la question principale qui reste à résoudre concerne l'équilibre de long terme du modèle et est-ce que le piège de paludisme peut persister dans le long terme malgré la disponibilité de moustiquaires imprégnés comme mesure de protection, puisque plus le coût est élevé de la moustiquaire ou plus son coût d'opportunité est élevé, plus faible sera cette protection. Donc c'est pourquoi les moustiquaires sont généralement subventionnés et l'on va considérer le cas où on a une subvention presque parfaite, c'est-à-dire le cas où kappa tend vers 0. On rappelle encore une fois que kappa ne peut pas être exactement égal à 0 du fait du coût d'opportunité lié à l'utilisation. Donc nous montrons, sachant que la présence d'équilibre stationnaire ou non va dépendre de la pente à l'origine et donc du R0, nous montrons les conditions de persistance d'une trappe de paludisme qui correspondent en fait à l'équation 15 et qui vont dépendre du seuil de pauvreté dans le pays. Donc lorsque kappa tend vers 0, on peut quand même avoir une persistance de la trappe de paludisme, puisque on peut déterminer la protection agrégée grand H, qui est une fonction du seuil de pauvreté. Et plus ce seuil de pauvreté va être élevé, plus le risque de persistance de la maladie va être élevé. Par conséquent, même si les moustiquaires sont subventionnés de façon très élevée, la maladie peut persister pour des valeurs suffisamment fortes du R0 et de l'incidence de la pauvreté. Donc si jamais toute la population est en dessous d'un seuil de pauvreté, il ne sert strictement à rien de subventionner la possession des moustiquaires. Donc le modèle précédent, en fait, nous décrit des comportements préventifs et nous décrit les conditions d'existence d'une trappe de paludisme. Ces résultats, en fait, conduisent à trois prédictions principales. Premièrement, qu'on a prévalence élasticité, donc l'augmentation de la maladie conduit à une augmentation de la protection. Deuxièmement, que la protection va décroître avec l'augmentation du coût de la protection. Et troisièmement, que la protection va décroître avec l'incidence de la pauvreté. On peut tester la prédiction 1 et la prédiction 3 du fait des données disponibles
dans DHS, mais on ne peut pas tester la prédiction 2 car on n'a pas suffisamment de données au niveau national qui nous permettraient d'obtenir, de tester cette deuxième prédiction. Donc on a testé la première et la troisième prédiction à partir d'un modèle structurel dans lequel on fait dépendre l'incidence de la pauvreté sur le paludisme. On fait dépendre la prévalence du paludisme sur l'incidence de la pauvreté et sur la décision de protection, enfin le niveau agrégé de protection, et on fait dépendre le niveau agrégé de protection par rapport à la prévalence de la pauvreté et par rapport à la prévalence du paludisme. Donc on utilise des modèles avec variable instrumentale classiquement utilisés dans les modèles économétriques, et on teste cela sur l'Ouganda, qui est un pays qui a des conditions d'extrême pauvreté et dans lequel on a des bonnes données sur l'utilisation de la moustiquaire, mais également sur les tests de diagnostic rapide du paludisme. Donc les résultats, si on prend un modèle non structurel avec 3 équations séparées, nous montrent que nous n'obtenons pas des relations, les relations de la première figure que je vous ai montrée, la relation triangulaire de bon sens entre les 3 variables, ne sont pas retrouvées. Dans les 3 premiers résultats de cette table, les 3 premières colonnes, 1, 2, 3, ce sont des résultats simples en moindre carré ordinaire, et on n'obtient pas les résultats escomptés au niveau des relations. Par contre, lorsque l'on contrôle pour l'endogénéité de ces 3 variables et la simultanéité de l'équation structurelle, on retrouve bien les relations logiques, c'est-à-dire que le paludisme impacte positivement et significativement l'utilisation de la moustiquaire, la pauvreté impacte négativement l'utilisation de la moustiquaire, l'utilisation de la moustiquaire impacte négativement la prévalence du paludisme dans le village, la pauvreté impacte positivement cette prévalence, et enfin dans la colonne 6, la prévalence du paludisme, elle, impacte la pauvreté positivement. Donc ce sont des relations qui sont retrouvées logiques et donc qui nous permettent d'expliquer pourquoi dans la littérature empirique nous n'arrivons pas à trouver via des formes réduites les relations de bon sens. Ensuite, on peut illustrer cette figure et regarder la trappe de paludisme au sein du pays, c'est-à-dire qu'on résout de façon partielle l'équation structurelle à 3 équations pour les valeurs moyennes et particulièrement pour la relation prévalence du paludisme et prévalence de la pauvreté. On s'aperçoit en fait que les 2 courbes se croisent à un point qui est légèrement supérieur à la prévalence moyenne de paludisme en Ouganda et qui est également légèrement supérieur à l'incidence de la pauvreté définie par la Banque mondiale dans le pays. Et on voit que si on est au-dessus de ce point, on va converger vers un équilibre stable. Si on est en dessous de ce point, on va également converger vers un équilibre qui sera plus élevé, donc dans une trappe de paludisme. Donc à l'heure actuelle, en 2006 en tout cas, l'Ouganda était légèrement en dessous, donc on peut penser que sans autres interventions, le paludisme et la pauvreté allaient augmenter. Il faudra vérifier maintenant ce que cela donne. Donc au niveau des conclusions du modèle, jusqu'à présent, on s'était focalisé sur la dynamique de la maladie sans choix de traitement. Donc on peut nous dire que notre arbre de décision est assez simplifié, ce qui est vrai, mais lorsque l'on introduit le traitement, la trappe est en réalité renforcée. Par ailleurs, la conclusion principale du modèle est que les externalités, donc les influences sociales et sociétales des décisions individuelles, peuvent conduire à des trappes de santé et à des pièges de développement. Particulièrement, l'utilisation des moustiquaires par les plus pauvres devrait être subventionnée, en plus de la subvention pour la possession de moustiquaires, si on veut que les moustiquaires soient utilisés par le plus grand nombre et particulièrement par les plus pauvres. C'est-à-dire qu'on ne se limiterait pas à subventionner la possession, mais on donnerait une récompense financière en cas d'utilisation, comme cela a été suggéré dans des campagnes de vaccination qui contiennent plusieurs étapes de vaccination.
Autrement, si on ne fait pas ça, le modèle prédit que de façon rationnelle, les individus peuvent revendre leurs moustiquaires dans un marché parallèle ou tout simplement ne pas les utiliser, du fait du coût d'opportunité lié à l'utilisation. Et la maladie va donc rester dans un niveau élevé de prévalence et dans un niveau faible d'utilisation des mesures de prévention. Donc il pourrait être intéressant, en dernière conclusion, de mettre en place ces politiques au niveau communautaire, en collaboration avec les travailleurs en santé communautaire, puisque les externalités dont nous parlons émergent en réalité à ce niveau communautaire. Donc le modèle est un peu complexe, mais je vous invite à aller voir le papier qui a été publié dans le Malad Journal et qui s'adresse à un public à la fois d'économistes et d'épidémiologistes. C'est pourquoi nous avions ciblé cette revue. Et je vous remercie de votre attention et je vais rebrancher mon micro pour les questions si vous en avez.